Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. Nous sommes en 1971. Aux États-Unis, l'heure est grave. Après un ordre du général Charles de Gaulle, la France a retiré tout son or des coffres de la Réserve fédérale à New York. N'ayant plus confiance aux Américains, de Gaulle est persuadé qu'ils impriment beaucoup trop de dollars pour financer leurs dépenses et qu'ils sont alors pris dans une imposture scandaleuse. Il a raison. En privé, Washington panique alors que les réserves en or qui doivent appuyer le dollar sont réduites à des niveaux terrifiants. Le système monétaire mondial menace maintenant de s'effondrer et d'entraîner avec lui des décennies de puissance américaine, un empire naissant et déjà confronté à la menace existentielle de la chute. Le président Nixon rassemble alors une cellule de crise loin de Washington dans les chalets forestiers de Camp David. Le monde ne le sait pas encore. Mais les États-Unis planifient un acte aussi brillant que provocateur, aussi subversif que égoïste. Ce que Washington prépare sera dénoncé comme un véritable putsch monétaire, un cambriolage à ciel ouvert. Et pourtant, encore aujourd'hui, l'héritage démesuré de cette retraite à Camp David est aussi incontournable, aussi implacable que la gravité. C'est un système si puissant, si insidieux, qu'il a condamné les États-Unis à la superpuissance pour les décennies à venir. Alors comment ont-ils fait? Pour vendre à la planète entière une devise dont plus personne ne peut se débarrasser. Comment font-ils pour dominer à rabais tout en étant subventionnés par le monde entier? Aujourd'hui, nous allons enfin comprendre les grands piliers et les mécanismes tabous de l'Empire américain, de l'imposition du dollar au recyclage de la dette en passant par les fameux pétrodollars et ses jeux de coulisses pour le contrôle de la finance mondiale. Une histoire aussi fascinante que controversée qui changera à jamais votre vision de ce que constitue vraiment l'Empire du dollar. Comme média indépendant, il est important pour nous de s'assurer que vous ayez toujours accès aux deux côtés de la médaille. Une chose qu'on me demande régulièrement, c'est comment se tenir informé en dépit des biais politiques et idéologiques des grands médias. Le meilleur moyen de naviguer dans ce brouillard, c'est en fait de travailler avec notre partenaire Ground News. Vous connaissez peut-être déjà Ground News. Personnellement, j'ai commencé à l'utiliser récemment et ça a complètement changé mon travail. Auparavant, je devais faire une revue de presse tous les jours avec un abonnement pour tous les grands journaux de référence partout à travers le monde. Un processus non seulement laborieux, mais aussi très coûteux. Maintenant, Ground News fait tout ça à ma place et beaucoup plus. Je peux définir mes intérêts, créer mon propre fil de nouvelles en évitant les sports et la météo pour me concentrer sur les nouvelles ayant une portée géopolitique. Mais surtout, je peux voir combien de sources ont couvert la nouvelle, leurs biais à gauche ou à droite, leur niveau de factualité ou même s'ils appartiennent à un conglomérat, et tout ça évalué par 3 organisations indépendantes de journalisme. Par exemple, ici, on apprend que des navires de guerre chinois ont été reçus au Cambodge alors que les tensions militaires persistent avec la Thaïlande. C'est une nouvelle qui a été rapportée par 11 sources, mais très peu sur la droite. Avec l'onglet de factualité, je peux voir qu'il existe des sources primaires fiables et à qui elles appartiennent. Sinon, vous avez ici une nouvelle en développement. L'Allemagne se prépare à commander quelques 600 systèmes de défense aérienne. Une nouvelle facile à rater et rapportée surtout en Allemagne, mais néanmoins utile dans nos analyses. Sur la gauche, comme au Kyiv Post, on invoque très rapidement les incursions de drones russes et le besoin de les intercepter, alors que sur la droite, on met surtout l'accent sur le contrat et l'échéancier. Ground News est un outil fantastique pour s'élever au-dessus de la foule. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le Centre Nobel de la paix, que Ground News est un excellent moyen de rester informé, d'éviter les chambres d'écho et d'élargir sa vision du monde. Pour profiter d'une réduction de 40% sur l'abonnement Vantage avec accès illimité, celui que j'utilise, rendez-vous au ground.news/7 jours. Scannez le code QR à l'écran ou suivez le lien dans la description. Au Japon, une usine de pneus doit s'approvisionner en caoutchouc. Elle consulte le marché et trouve un fournisseur au Vietnam. Naturellement, l'entreprise japonaise ne tient pas en réserve la monnaie du Vietnam, le dong, et le Vietnam n'est pas intéressé à être payé dans la monnaie japonaise, le yen, puisque seul le Japon l'accepte comme paiement. Ainsi, la solution pratique est d'utiliser un intermédiaire, une devise que tout le monde accepte et qui peut ensuite être convertie dans nos monnaies respectives. Durant des milliers d'années, cet intermédiaire était surtout les métaux précieux, comme l'or et l'argent. On en fait des réserves, on le fractionne en pièces pour les transactions, un système qui a son lot de problèmes. Transporter de l'or est risqué, l'entreposer encore plus. C'est pourquoi plusieurs préfèrent le faire entreposer dans un dépôt sécurisé et retirer seulement ce dont ils ont besoin. Éventuellement, ces dépôts proposent une solution créative, plutôt que de transporter l'or lui-même.
Pourquoi ne pas transporter un billet émis par la banque qui atteste de l'existence de l'or dans ses coffres et peut être converti en tout temps pour l'or en question? Graduellement, les billets de banque deviennent un moyen de paiement apprécié et répandu. Presque tous les dépôts ou banques émettent leurs propres billets de toutes les formes et de toutes les couleurs, ce qui introduit son lot de problèmes. Encore une fois, d'abord, le système manque d'uniformité et implique que les billets fonctionnent seulement à une échelle locale. Mais surtout, certaines banques avides abusent de leurs privilèges et mettent en circulation plus de billets qu'ils ne possèdent réellement d'or en réserve. Parfois, beaucoup plus. Lorsque trop de gens veulent convertir en même temps leurs billets, le bluff est exposé et la banque s'effondre, entraînant avec elle tous les billets qu'elle a émis. Pour stabiliser ce système, mais aussi pour faciliter la collecte des impôts et financer les dépenses, des États créent leurs propres billets pouvant être utilisés partout sur le territoire. Ce sont les premières devises nationales. Évidemment, lorsqu'un État entre en guerre ou qu'il traverse une crise économique et ne se gêne pas pour imprimer des billets additionnels afin de payer ses soldats ou régler ses factures. Dans un monde où les guerres ont une envergure de plus en plus démesurée, certains États s'endettent à des niveaux inédits, complètement incompatibles avec leurs véritables réserves en or. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, l'imposture atteint ses limites. Il est tout simplement irréaliste de financer la guerre avec les réserves en or. Donc, pour s'endetter encore plus sans s'inquiéter d'une ruée sur les banques, de nombreux pays suspendent carrément la convertibilité en or. L'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois, la France, l'Empire britannique, la Russie, tous mettent fin à l'étalon or et transforment ainsi leur monnaie en simple bout de papier appuyé par rien d'autre que la confiance envers l'État. Sans surprise, après la guerre, les dettes des belligérants dépassent largement leur capacité à rembourser. Certains tentent de revenir à l'étalon or, mais il est déjà trop tard. Quelques années plus tard, étouffé par la dette et le manque de liquidité, le monde est plongé dans la plus grave crise économique de toute l'histoire. C'est la Grande Dépression. Pour sortir de la crise, les gouvernements veulent stimuler l'économie en imprimant de l'argent, donc, encore une fois, plusieurs abandonnent la convertibilité vers l'or. Pour le système monétaire mondial, le compte à rebours est enclenché. Avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est enfin le coup de grâce, car on comprend très vite qu'après coup, personne n'aura les moyens de financer la reconstruction tout en remboursant la dette, à même les maigres réserves d'or. Il faudra imprimer encore plus d'argent. Ainsi, plus personne ne veut de ces monnaies flottantes et spéculatives, désormais destinées à une dévaluation rapide. En fait, pour une valeur sûre, c'est vers le dollar américain que plusieurs se tournent. Après tout, les États-Unis ont une économie intacte et sont les seuls à pouvoir appuyer leur monnaie avec quelque chose de tangible. Ils produisent alors la majorité des biens consommés à travers le monde et donc en détiennent la majorité des réserves en or, soit environ 20 000 tonnes. Ainsi, au moment de convoquer la conférence de Bretton Woods en 1944, le dollar est déjà la devise préférée pour les échanges, celle qu'on perçoit comme la plus fiable et la plus désirable. Et c'est donc dans ce contexte que les Américains proposent à Bretton Woods de faire du dollar la monnaie de référence, la devise officielle pour les échanges. Toutes les monnaies seront convertibles en dollars à taux fixe et surtout, quiconque voudra convertir ses dollars en or pourra le faire à un taux fixe de 35 $ par once. Pour plusieurs pays, c'est une manière de briser l'impasse et d'injecter de la confiance avec un nouveau système monétaire. Pour les États-Unis, c'est un véritable coup de circuit stratégique offrant une multitude d'avantages dont les bénéfices sont presque impossibles à chiffrer. D'abord, les entreprises américaines qui exportent ou importent sont les seules à dépenser et être payées entièrement dans leur propre monnaie, économisant des milliards en frais de conversion. Ensuite, les entités américaines sont protégées face aux fluctuations parfois violentes des taux de change étrangers. Mais encore mieux, le système force les pays du monde entier à maintenir des réserves de dollars pour financer leurs transactions. Ce que ça veut dire, c'est qu'il est quasi impossible que tous cherchent à convertir en même temps tous les dollars pour de l'or. Autrement dit, les États-Unis peuvent se permettre d'en imprimer un peu plus pour leurs propres besoins,
finançant leur déficit à même de l'argent imprimé sans trop s'inquiéter qu'une ruée sur les comptoirs n'expose le bluff ou simplement que la devise perde en valeur. Finalement, et surtout, grâce à la place du dollar, les États-Unis peuvent s'endetter virtuellement sans conséquence. Le mécanisme est relativement simple. En gros, si vous avez une montagne de dollars, il est pour le moins malhabile de simplement la laisser dormir dans une réserve. En investissant ces dollars quelque part, au moins, ils génèrent un rendement et donc se multiplient. Évidemment, hors de question d'aller au casino avec l'argent des réserves, il faut un investissement garanti et sécuritaire où il est presque impossible de perdre son argent et ce, même si le rendement est un peu moins élevé. Et voilà justement ce qui nous amène aux obligations américaines, ou plutôt à la dette. En achetant un bout de la dette américaine, une obligation, vous prêtez de l'argent au gouvernement des États-Unis. En retour, il vous promet de rembourser cet argent à une date précise tout en vous versant des intérêts réguliers, un peu comme un loyer pour votre prêt. Et comme Washington imprime lui-même le dollar, il est essentiellement garanti qu'il pourra toujours honorer sa promesse. C'est donc l'investissement le moins risqué. En fait, à des fins comptables, tenir des obligations de la dette américaine, c'est la même chose que tenir des dollars. La seule différence, c'est qu'au lieu de perdre de la valeur, il en gagne. Et c'est exactement pourquoi presque tous les pays, de la Chine à l'Arabie saoudite en passant par le Japon et l'Allemagne, choisissent de réinvestir leurs dollars dans la dette américaine. Autrement dit, de prendre leurs réserves pour financer directement le déficit budgétaire des États-Unis. Maintenant, comprenons bien ce que ça signifie. Chaque fois qu'un pays utilise des dollars pour acheter du pétrole, des machines ou des céréales, ça génère une demande correspondante pour la dette américaine. Pour chaque dollar en circulation à travers le monde, les États-Unis peuvent ajouter $1 à leur dette, avec l'assurance qu'il y aura toujours une demande pour l'absorber. Soyons clairs. En pratique, utiliser le dollar, c'est un peu comme investir dans la domination des États-Unis en lui fournissant des liquidités pour payer son armée, ses fonctionnaires, ses routes, ses ponts, bref, son empire. Un empire au modèle scandaleusement déficitaire sur papier, mais dont les pertes astronomiques sont absorbées et financées à rabais par l'argent du monde entier. Valéry Giscard d'Estaing, futur président français, dira notamment que le statut du dollar est le privilège exorbitant de l'Amérique. Le Conseil de l'Europe décrit aussi le phénomène avec une touche d'humour. On constate aujourd'hui, aussi étonnant que ça puisse paraître, que les nations ayant des engagements en dollars dans leur banque centrale accordent une aide extérieure aux États-Unis. Et si très rapidement les autres pays comprennent que le système favorise grotesquement les États-Unis, à partir des années 60, ils voient très bien que Washington dépense sans limite, créant des quantités massives de dollars qui excèdent largement les réserves en or. C'est la guerre froide, le Vietnam, la course vers l'espace, la Great Society de Lyndon Johnson. Bientôt, le général Charles de Gaulle, président français, décide d'exposer la fraude au grand jour. Dans un geste aussi provocateur qu'audacieux, il exige que les dollars détenus par la France soient maintenant convertis en or. De Gaulle est persuadé que les États-Unis sont pris dans une énorme imposture et qu'ils ne détiennent qu'une fraction des réserves nécessaires pour appuyer le dollar. Il ordonne ainsi que tout l'or français détenu à la Réserve fédérale de New York soit rapatrié dans les coffres de la Banque de France à Paris. Dans une conférence de presse, il lance un défi public à l'Amérique, dénonçant le système de Bretton Woods comme une machine à consacrer la suprématie américaine. Il sème alors une idée subversive. Le dollar est une arme. Ce discours, prononcé avec la verve du général, secoue les chancelleries et annonce une fracture dans l'ordre mondial. Il ordonne l'envoi d'un navire de guerre pour récupérer l'or français détenu à la Réserve fédérale de New York et le rapatrier dans les coffres de la Banque de France à Paris. De Gaulle ne le sait pas encore, mais il a tout à fait raison. Les États-Unis ont exagéré la taille de leurs réserves. En privé, ils paniquent alors que les lingots disparaissent les uns après les autres, retirés par les convois français. En 1971, Fort Knox ne contient plus que 10 000 tonnes. Pire,
Des rumeurs suggèrent que l'Allemagne s'apprête à imiter la France. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que le système monétaire mondial ne s'effondre, entraînant avec lui tous les avantages pour les États-Unis. Le président Nixon réunit alors ses conseillers pour une réunion secrète à Camp David. Ils conviennent que le système est sur le respirateur artificiel et que pour le sauver, des mesures radicales seront nécessaires. À l'issue de cette rencontre, le président Nixon, avec un air grave, apparaît simultanément sur toutes les télévisions du pays pour annoncer une des décisions politiques les plus controversées de toute l'histoire moderne. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. Now, this action will not win us any friends among the international money traders. I am determined that the American dollar must never again be a hostage in the hands of international speculators. À compter de maintenant, les États-Unis ne garantiront plus la convertibilité des dollars en or. Ainsi, les dollars en circulation ne seront appuyés par rien d'autre que la demande mondiale et la confiance envers l'Amérique. C'est le fameux choc Nixon. À Londres, les échanges passent la nuit à recompter leurs pertes. À Tokyo, les bourses s'effondrent. Pour certains, un geste essentiel pour sauver les meubles. Pour d'autres, c'est une prise de pouvoir soudaine, un braquage en plein jour permettant aux États-Unis de briser le dernier plafond de verre pour enfin imprimer de l'argent sans le moindre collatéral. En Europe, on parle carrément d'un putsch monétaire. John Connally, alors secrétaire au Trésor, déclare aux Européens furieux « Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème. » Les implications sont énormes. Imaginons un billet de 100 $. Pour qu'un pays comme le Brésil ou la France puisse obtenir ce billet et l'utiliser dans le commerce mondial, il doit exporter des biens réels, du café, des avions, des heures de travail de ses citoyens. Ainsi, ce billet représente un effort concret, une richesse produite. Mais pour les États-Unis, ce même billet de 100 $ peut être obtenu pour le prix de l'encre et du papier. Cet argent, essentiellement gratuit, peut ensuite servir à acheter les richesses étrangères, que ce soit le pétrole saoudien, les minerais africains ou la main-d'œuvre asiatique. Ce privilège, en apparence absurde, est ce qu'on appelle en économie l'avantage de seigneuriage. Celui qui imprime la monnaie peut la dépenser gratuitement partout où on l'accepte. Normalement, ce privilège se limite à l'espace de ses propres frontières, mais puisque le dollar est la monnaie de référence acceptée partout, alors c'est une clé universelle, une clé qui ouvre toutes les portes. Par cet avantage, il devient possible d'acquérir les richesses du monde entier sans jamais se départir d'une richesse équivalente. C'est un avantage si colossal, un levier si puissant qu'il est carrément futile d'essayer de contester la domination américaine sans d'abord confisquer son contrôle monétaire. Autrement dit, pour briser l'empire américain, il faudra d'abord briser l'empire du dollar. Et en fait, voilà exactement pourquoi les États-Unis considèrent le dollar comme un intérêt supérieur de la nation américaine, un pilier indispensable qui doit être défendu coûte que coûte. Dans les années 70, pour éviter que les pays abandonnent le dollar après le choc Nixon, les États-Unis ont conclu une série d'ententes parfois secrètes, parfois publiques, avec les grands producteurs de pétrole du Moyen-Orient. En gros, les Américains se sont engagés à les défendre contre toute forme de menace politique ou militaire, et en échange, Washington demande une seule chose, que les ventes de pétrole soient faites exclusivement en dollars. Aucune autre monnaie ne sera recevable pour paiement, pas de dollars, pas de pétrole. À ce moment, l'OPEC contrôle presque la totalité de la production mondiale de pétrole. Ainsi, un pays qui abandonnerait le dollar serait essentiellement radié du marché énergétique mondial. Tous devront donc continuer à maintenir des réserves en dollars et à les recycler dans la dette américaine, ne serait-ce que pour payer les importations de pétrole. Encore mieux, ceux qui vendent le pétrole, comme l'Arabie saoudite par exemple, se retrouvent avec des montagnes de dollars qu'ils doivent nécessairement investir quelque part. Ainsi, pour fermer la boucle,
les États-Unis ont conclu une entente secrète avec l'Arabie saoudite lui donnant un accès privilégié aux enchères pour la dette américaine, ainsi que certains assouplissements pour lui permettre de réinvestir tout cet argent directement aux États-Unis, que ce soit dans la dette, dans la bourse, Silicon Valley, dans des hôtels ou le sport professionnel. Ce sont les fameux pétrodollars. L'argent des ventes mondiales de pétrole qui se retrouve pompé directement dans l'économie américaine en échange d'un appui politique et de garanties militaires. Et voilà notamment pourquoi les États-Unis se sont engagés au Moyen-Orient durant des années pour honorer les fameuses garanties de sécurité. Au début des années 90, lorsque Saddam Hussein envahit le Koweït et menace ensuite de prendre l'Arabie saoudite, les États-Unis déploient l'opération Desert Shield, soit plus de 600 000 troupes en coalition pour protéger la famille Saoud. Quelques années plus tard, quand Saddam menace de remplacer le dollar par l'euro dans les ventes de pétrole irakiennes, les Américains déploient une vaste campagne de relations publiques et l'accusent faussement de fabriquer des armes de destruction massive. Ils envahissent l'Irak et renversent Saddam. Lorsqu'on apprend que Kadhafi tente de créer une monnaie pour toute l'Afrique basée sur l'or, l'OTAN bombarde la Libye et renverse son régime. C'est simple, puisque le rôle du dollar avantage massivement les États-Unis, alors le défendre est un intérêt qui oriente toutes les décisions, qu'elles soient politiques, stratégiques ou économiques. Comprendre cette réalité, c'est comprendre beaucoup de choses quant au monde qui nous entoure. Les BRICS, l'Irak, le Moyen-Orient, le Venezuela, l'Iran, Kadhafi, la Chine, la Russie, l'Ukraine et le sabotage de Nord Stream, tout ça ne peut véritablement être compris qu'à travers le prisme de la défense obsessive du système. Et voilà exactement ce qui nous amène à aujourd'hui. Frustrés par le privilège exorbitant des États-Unis et par les pratiques de Washington, plusieurs cherchent ouvertement à mettre fin à la domination américaine sur le système financier. Si certains cherchent à diversifier, d'autres veulent carrément dédollariser l'économie mondiale. Déjà, la Russie cherche à créer un nouveau système bancaire pour concurrencer les institutions américaines comme le FMI et la Banque mondiale. Son alliance des BRICS ajoute constamment des nouveaux membres et ceux-ci travaillent activement à créer une monnaie commune pour leurs échanges. Pour contourner le réseau SWIFT, la Chine a récemment mis sur pied un système international de paiement entièrement à l'abri des sanctions américaines. En fait, même en Europe, Bruxelles affirme sans gêne que le dollar vit ses dernières heures et que l'euro pourrait bientôt devenir la nouvelle monnaie de référence. Peu à peu, tous ces efforts commencent à montrer des résultats. Aujourd'hui, la part du dollar dans les réserves mondiales et les transactions est à son plus bas. Aux États-Unis, le déficit augmente rapidement, tout comme la dette d'ailleurs, désormais doublée à tous les 10 ans. Déjà, les intérêts sur la dette coûtent plus de 1200 milliards de dollars par année, soit plus que les budgets de la défense, de Medicaid, de l'assistance alimentaire et de l'assurance invalidité, tous combinés. En 1945, l'Amérique formait à elle seule 50% de l'économie mondiale. Aujourd'hui, elle ne représente plus que 26%. Ce que ça veut dire, c'est notamment que l'Amérique n'est plus seule à profiter du libre-échange. Des années 60 à aujourd'hui, l'industrialisation rapide des pays en développement a renversé le rapport de force économique. Soudainement, les exportations américaines peinent à compétitionner avec celles des autres pays. Mais encore plus, depuis quelques années, Washington ampute les tentacules de sa propre influence en sabotant les structures de pouvoir qu'elle a pourtant construites pour elle-même. L'Organisation mondiale du commerce, l'ONU, l'OTAN, le FMI, la Banque mondiale, les Five Eyes, le département d'État, l'USAID, l'Amérique déserte ses leviers de pouvoir. Les États-Unis ne garantissent plus la sécurité de l'Europe ni la liberté de navigation ou même le libre-échange entre les États. Plutôt, ils ont recours aux sanctions, aux menaces militaires et aux tarifs afin d'extraire des concessions stratégiques ou économiques. Les actions américaines réduisent la demande mondiale pour le dollar, réduisant du même coup la demande pour convertir ces dollars en dette. Coup de théâtre. Au pic de l'épisode des tarifs, l'agence Moody's a réduit la cote de crédit des États-Unis alors que plusieurs se mettent à larguer la dette américaine, entraînant une panique générale des marchés financiers.
Certains craignent que la Chine en profite pour joindre le mouvement et larguer elle aussi sa part énorme de la dette américaine. Choqué par la réaction des marchés, Trump recule et met les tarifs sur pause. Ni mort, ni vivant. Le système monétaire est donc maintenu sur le respirateur alors que plusieurs, y compris les alliés, cherchent désespérément une alternative. Devant cette incertitude et à la recherche de valeurs sûres, les banques centrales du monde entier achètent de l'or à une cadence record alors que le prix est propulsé à des niveaux stratosphériques. Cette ruée vers l'or et la remise en doute du dollar témoignent d'un phénomène beaucoup plus profond, soit le déclin inéluctable de la confiance non seulement envers l'Amérique, mais aussi envers le système lui-même. D'une manière, on pourrait dire que c'était inévitable et programmé d'avance. Pour s'établir au sommet, les Américains ont profité du contexte quasi providentiel de l'après-guerre où les autres puissances étaient faibles et ruinées. Cette posture anormale et hautement circonstancielle était destinée à n'être qu'éphémère. Même chose pour l'hyperpuissance des années 90 et 2000. Avec un peu de recul, on constate que cette étrange fenêtre historique était destinée à se refermer un jour. Maintenant, est-ce que la fin de l'hyperpuissance et de la domination outrancière par les États-Unis entraîne nécessairement l'effondrement total et permanent de l'Empire américain? C'est exactement à cette grande question que nous allons répondre dans la troisième et dernière partie de ce documentaire disponible dès la semaine prochaine. Alors assurez-vous d'être abonné à 7 jours sur Terre pour ne surtout pas manquer la finale de ce documentaire. Si vous souhaitez regarder immédiatement la troisième partie, vous pouvez devenir membre exclusif pour aussi peu qu'$1 par semaine. Non seulement vous obtenez l'accès anticipé à cette vidéo, mais aussi à une émission entière de plus d'1 heure à chaque semaine où on décrypte ensemble l'actualité internationale et géopolitique. C'est grâce à nos membres si on peut produire du contenu entièrement indépendant et je vous en remercie. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À très bientôt.